Bonjour à tous. Les archives municipales, en collaboration avec le pôle patrimoine de la Bibliothèque francophone multimédia à Limoges, sont heureuses aujourd'hui d'accueillir trois conférenciers. Paul Dolander, historien, Daniel Petit, professeur à la Faculté des sciences de Limoges, et Christian Riboulet, expert forestier, pour nous parler de la personnalité de Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin. Donc moi-même, Elisabeth Saby, directrice des archives municipales de Limoges, et ma collaboratrice Mireille Della Giacomo, qui est responsable de l'accès à la connaissance, vont animer cet après-midi autour de Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin, dont on découvre aujourd'hui à la Bibliothèque francophone multimédia l'Herbier, donc qu'il a réalisé fin 18e, début 19e, et sur lequel, parallèlement, les archives municipales organisent aussi une exposition autour de la disparition du couvent des Grands Carmes et de l'action qu'il a menée parmi d'autres acteurs à ce moment-là sur le site du couvent des Carmes. Donc nous revenons à cet après-midi ici aujourd'hui, donc avec Paul Dolander qui va nous parler de Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin entre monarchie et révolution. On vous écoute. Bien, merci. Merci pour votre invitation à évoquer un personnage qui est intéressant, qui a de multiples facettes et qui a connu plusieurs régimes, puisque de la monarchie absolue à la monarchie constitutionnelle, en passant par la République et par l'Empire. Je vais donc tracer son parcours à travers toutes ces périodes riches en événements politiques, en changements sociaux et économiques, en m'appuyant sur un certain nombre de documents dont vous pourrez voir une partie dans l'exposition. Alors, je commencerai par la fin, par la notice nécrologique parue dans les Annales de la Haute-Vienne en février 1824, donc au décès de Juge de Saint-Martin. L'auteur est anonyme. Je cite: « Appartenant à une famille justement honorée dans cette ville, Monsieur Juge consacra ses jeunes années à l'étude des lois. Bientôt après, il siégea comme conseiller au présidial de Limoges et la Révolution le trouva occupé à rendre la justice à ses concitoyens. Déplacé par le nouvel ordre des choses, il se trouva en quelque sorte dégagé de ses obligations comme magistrat et voulut prendre une profession moins sujette aux caprices des événements et plus conforme à ses goûts et à son indépendance d'esprit. Pendant plus de 60 années, il ne fut occupé qu'à défricher, semer, planter et greffer des arbres. Des millions de sujets sont sortis de ces pépinières, et si nos neveux trouvent un jour quelques ombrages, si des fruits savoureux chargent leur table, et s'ils bravent près d'un bon feu la rigueur des hivers, ils en devront au moins en grande partie rendre grâce au bon vieillard que nous pleurons aujourd'hui. Au milieu des désordres qu'avait apporté l'anarchie révolutionnaire, surtout dans le système forestier, il fallait qu'il s'élevât une main réparatrice, et nos contrées béniront celle de l'homme qui fut, avec tant de raison, surnommé le Nestor de l'agriculture limousine. Nestor, dans la mythologie grecque et dans l'Iliade, le roi de Pylos, qui est un sage, apaise les discordes et à qui les dieux auraient accordé la faveur de vivre pendant 3 générations. L'auteur anonyme présente Juge de Saint-Martin comme ayant trouvé son accomplissement dans l'exploitation de la terre et des forêts. C'est surtout comme agronome, sylviculteur qu'il est connu. Tous ces aspects seront développés dans les interventions suivantes, mais je voudrais présenter d'autres facettes de l'homme, en particulier son parcours au milieu des désordres qu'avait apporté l'anarchie révolutionnaire, pour reprendre les termes de la notice nécrologique, sur lesquels l'auteur fait silence. Nous sommes en effet en 1824, sous la restauration des Bourbons, une restauration qui tente de gommer une partie des acquis de la Révolution, d'en effacer le souvenir et réduit la Révolution à une période d'anarchie, c'est-à-dire une période d'effondrement du gouvernement et de prise de pouvoir par le peuple. Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin est né à Limoges le 16 septembre 1743 dans une vieille famille de magistrats. Son père, Pierre-Nicolas Juge de Saint-Martin, était conseiller juge au présidial de Limoges, c'est-à-dire qu'il exerçait un office qu'il tenait de son père, Nicolas, qu'il avait acheté en 1692. Il faut se rappeler
que sous l'Ancien Régime existait la vénalité des offices, c'est-à-dire que la monarchie vendait des fonctions de l'administration publique, ici la justice. L'office, une fois acheté, pouvait être transmis à un héritier ou revendu. Et en août 1773, Pierre Nicolas se démet de sa charge pour la transmettre à son fils, l'un de ses fils, Jacques-Joseph, alors âgé de 31 ans. Nous sommes donc avec Jacques-Joseph à la 3e génération de magistrats. Jacques-Joseph, juge de Saint-Martin, est donc magistrat par tradition familiale, par héritage. Mais était-ce sa vocation? Il semble que non. En 1827, 3 ans après sa mort, François Luot, un des premiers porcelainiers de Limoges, rédige pour la Société royale d'agriculture des sciences arts de Limoges un essai historique sur Juge de Saint-Martin, qui en avait été président honoraire et qu'il qualifie lui aussi de Nestor de l'agriculture limousine. Luot écrit, je cite, « Quoiqu'il fût issu d'un conseiller au présidial de Limoges, Monsieur Juge naquit, pour ainsi dire, agriculteur. Les outils du jardinage devinrent ses jouets favoris, aussitôt qu'il eut la force de les manier. Cependant, destiné par ses parents à entrer dans la magistrature, il se soumit à leur volonté et se rendit d'abord à Paris, puis à Bordeaux, pour y étudier le droit. Il se soumit à leur volonté. Avant ses études de droit, Jacques-Joseph avait eu comme précepteur, pour les premières années d'instruction, un abbé, François Richard, écrivain célèbre à Limoges, poète réputé pour ses poèmes en langue limousine et qui fut, avant la Révolution, principal du Collège des Boutiers. Jacques-Joseph fit ensuite ses humanités au Collège des Jésuites de Limoges, dont il a gardé un souvenir mitigé. Ils avaient, écrira-t-il plus tard, des pratiques éducatives, je cite, rigides envers la jeunesse. Comment situer Jacques-Joseph, juge de Saint-Martin, dans la société de Limoges des dernières années de l'Ancien Régime? Le présidial de Limoges, créé au milieu du XVIe siècle pour la sénéchaussée de Limoges, qui était une circonscription judiciaire d'environ 130 paroisses, était une cour qui jugeait des causes civiles et parfois criminelles. Il faisait également fonction de cour d'appel pour une quarantaine de justices seigneuriales des environs. Le tribunal était installé, place du présidial aujourd'hui, donc dans un bâtiment qui avait été achevé en 1780. À partir du règne de Louis XIV et encore plus au XVIIIe siècle, les présidiaux sont en crise. D'une part, la monarchie en taxe régulièrement les membres, les compétences de ces tribunaux ont diminué, les effectifs sont en baisse, des offices sont vacants, ne trouvent pas preneur, et leur valeur diminue. Vincent Mézy, qui enseigne aujourd'hui l'histoire moderne à l'Université de Paris-Nanterre, a soutenu à Limoges en 2006 une belle thèse dirigée par Michel Cassan sur les membres des présidiaux sous le titre, je cite, « Les illusions perdues de la magistrature seconde, les officiers moyens de justice en Limousin et en Périgord, 18e siècle ». Thèse publiée aux presses universitaires de Limoges. Juge de Saint-Martin fait partie de ce que les historiens appellent aujourd'hui les officiers moyens de judicature, les magistrats seconds. Au-dessus, il y avait des magistrats beaucoup plus prestigieux, en particulier dans les parlements, celui de Bordeaux, Toulouse ou Paris. Et Vincent Mézy parle pour ces officiers seconds, ces officiers des présidiaux, je cite, d'une peur du déclassement social, et l'une des revendications de ces officiers du présidial est l'anoblissement graduel. L'office n'était pas anoblissant. Et Michel Cassan écrit que le présidial de Limoges, au XVIIIe, devient un tribunal croupion à l'activité ralentie. Il n'en reste pas moins que la famille juge occupe une place éminente dans la société de Limoges au XVIIIe siècle. Le père possède des seigneuries, Saint-Martin, Boubeau, paroisse de Nieul. Il a été consul de Limoges en 1737 puis 1756, tout comme son père à lui l'avait été en 1717. La mère de Jacques-Joseph, Catherine Marchandon, est fille d'un receveur du bureau des épices et amendes de Limoges, seigneur également depuis Myrat. Nous sommes donc dans le monde des officiers, de la magistrature. Mais par son mariage, Jacques-Joseph rompt avec ce milieu en épousant en 1770 Marie-Marguerite Pétignot de Puy-Neige, fille de Jacques Pétignot de Beaupérat, un des plus gros négociants de Limoges, qui est en voie d'anoblissement.
après l'achat d'un office de secrétaire du roi. La dot de la mariée est très importante, 20 000 livres. Par comparaison, un office de conseiller au présidial de Limoges coûtait à peu près 3 000 livres. Dans cette alliance, le magistrat, juge, trouve la considération qu'apporte la fortune et qu'il n'avait pas, ou très médiocrement. Le négociant, Pétignot, trouve la dignité qu'il n'a pas naturellement, car il ne porte pas la toge ni le bonnet. Donc, il y a un échange là. D'où le montant sans doute élevé de la dot. Par ce mariage, Jacques-Joseph est donc allié à une famille Pétignot-Beaupérat, dont l'un des membres, Jean-Baptiste, jouera un rôle important à Limoges dans les premières années de la Révolution. Enfin, quelques années plus tard, en 1779, Jacques Pétignot, juge de Saint-Martin, poursuit son ascension sociale en achetant pour 72 000 livres une charge de secrétaire du roi à la cour des comptes de Montpellier. L'office est anoblissant et procure à son titulaire la noblesse héréditaire au bout de 20 ans. Mais 10 ans plus tard, éclate la Révolution. Au début de l'année 1789, les Français sont invités à exprimer leurs doléances à l'occasion de la réunion des États généraux. Pour le tiers-État, dans les villes, chaque corps, chaque corporation rédige ses propres doléances. Celui des membres du présidial est signé par 14 membres. Les magistrats se montrent partisans d'une réforme libérale et égalitaire. On trouve la signature de Jacques-Joseph, juge de Saint-Martin. C'est-à-dire qu'ils demandent le vote par tête aux États généraux, une réunion régulière des États généraux, un partage du pouvoir législatif entre le roi et les États généraux, le consentement de la nation à l'impôt, l'égalité devant l'impôt et l'ouverture du haut clergé et des grades supérieurs de l'armée au mérite. Comment Jacques-Joseph traverse-t-il la Révolution? Il poursuit tout d'abord, pendant un certain temps, une carrière de magistrat, non plus du fait de son office, qui lui est remboursé, 4 300 livres, ce qui est un peu plus que la valeur du marché, en quelque sorte, avant la Révolution, mais par l'élection, comme tous les juges sous la Révolution. Il est juge suppléant du tribunal de district de Limoges pendant 4 ans, de 1790 à la fin de l'année 1794. Il sera également, plus brièvement, commissaire du roi près du tribunal criminel de Limoges pendant quelques mois. Ensuite, il s'engage en faveur de la Révolution. À la fin du printemps 1790, il participe à la fondation d'un club politique à Limoges, la Société des Amis de la Constitution, créée à Limoges le 20 juin 1790 au domicile d'un riche négociant, Niot. Il figure parmi les premiers adhérents, les autres étant issus essentiellement du droit, de l'administration, de la médecine, quelques membres du clergé également. L'objet de la société est d'œuvrer pour l'établissement des nouvelles institutions, mais également de surveiller et de dénoncer d'éventuels opposants. La Société de Limoges s'affilie à d'autres clubs de province et surtout au Club des Jacobins de Paris. À partir de 1792, le Club de Limoges porte le nom de Société populaire et aura environ 400 adhérents. Les archives de la Société populaire permettent de suivre l'implication du juge de Saint-Martin dans la vie du club. Il en a été président pendant un mois en 1791. Il a assuré un certain nombre de fonctions de secrétaire, de membre de tel ou tel comité. Le club utilise ses compétences en agronomie. Le club a diffusé de 1793 à 1794 un journal appelé le Journal du département de la Haute-Vienne, dans lequel on trouve des articles de juges de Saint-Martin, des recommandations, des exhortations aux agriculteurs pour développer la culture de la pomme de terre, développer la culture du chanvre, dont la marine a un grand besoin, pour les cordages, pour les voiles, également incitant les agriculteurs à développer ce qu'on appellera plus tard une agriculture extensive, à faire leur révolution agricole. Et son raisonnement est le suivant: en 1793, 1 million d'hommes sont aux armées, la France est en guerre contre toute l'Europe, donc il va manquer des bras à l'agriculture. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire de l'agriculture intensive, semer moins de terrain, mais surtout l'enrichir.
et dit-il, j'ai mon voisin à Nieul qui, de cette façon, récolte du 15 pour 1, c'est-à-dire pour un sac semé, il en récolte 15, alors que traditionnellement, on était nettement en dessous de 10 pour 1. Bien. Les procès-verbaux du club mentionnent plusieurs interventions de juges de Saint-Martin. J'en retiendrai deux sur des sujets importants. Le 17 août 1792, il expose les mesures indispensables à prendre pour l'élection des députés à la Convention et il est vivement applaudi. Le roi vient d'être déposé, les Français vont être appelés pour la première fois au suffrage universel masculin à élire leurs députés et il propose un certain nombre de mesures, mais dont on ne sait pas lesquelles. Ensuite, deuxième intervention importante, le 1er décembre 1792, alors que va commencer le procès de Louis XVI, une discussion s'engage à la Société populaire sur la peine à infliger au souverain déchu. Et je cite, « Juge émet son opinion sur le jugement de Louis XVI, mais non à mort. » Fin de citation. Et le non à mort est souligné. Il est suivi par un certain Laboulinière, qui devait être, je crois, le curé constitutionnel de Saint-Michel-des-Lions, qui, je cite, a parlé sur le même jugement à mort, souligné et applaudi. Les mentions, il reçoit des applaudissements. Cette intervention de Jacques-Joseph, qui n'a pas suscité l'enthousiasme des sans-culottes locaux, l'a peut-être mis en difficulté au club révolutionnaire. En effet, un peu plus de 4 mois plus tard, à la mi-avril 1793, alors que les tensions s'accroissent en France, toutes les puissances européennes sont en guerre contre la France, la Vendée se soulève, on crée un tribunal révolutionnaire, des comités de surveillance révolutionnaire, etc. Le comité révolutionnaire de Limoges critique un rapport de l'accusateur public près du tribunal criminel de Limoges, favorable à juge de Saint-Martin, et ce comité fait part de sa méfiance à l'égard du tribunal, qui était favorable à juge. Finalement, la Société populaire, après discussion, adopte les conclusions de l'accusateur public. Donc, juge est blanchi. Mais de quoi? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, à ce moment-là, à la mi-avril 1793, la Société populaire entame un débat sur ce qu'on appelait sur les appelants, entre guillemets, c'est-à-dire les députés à la Convention qui, en janvier, au moment du procès de Louis XVI, avaient voté pour la mort du roi, mais avec appel au peuple. La sentence aurait dû être sanctionnée par plébiscite, ces députés espérant que le peuple refuserait donc de faire appliquer la peine de mort. Or, Jacques-Joseph s'est prononcé finalement contre la peine de mort et a tenté, d'une certaine manière, de sauver la tête de Louis XVI. Et le club révolutionnaire dit, ces appelants, ces députés, il faut les rappeler, les démettre de leurs fonctions, ce sont de mauvais citoyens. Autre hypothèse, à ce moment-là, d'autres soupçons peuvent également peser sur juge en rapport avec sa famille. Il a 2 frères et un beau-frère qui ne sont pas, c'est le cas de le dire, en odeur de sainteté aux yeux des sans-culottes de Limoges. Tout d'abord, le beau-frère. Le beau-frère, c'est Jean-Baptiste Pétignot de Beaupeyras, un frère de son épouse. Il avait été maire de Limoges en 1789, puis ensuite président d'administration départementale de la Haute-Vienne. Il avait utilisé ses contacts commerciaux et une partie de sa fortune pour approvisionner la ville en grains à un moment où la disette menaçait la population. Il est régulièrement dénoncé par le club à partir de 1792, accusé d'incivisme, de correspondance avec les émigrés. Et au printemps 1793, il est mis en cause par les représentants en mission, jugé par le tribunal criminel, acquitté, mais par prudence, il se réfugie en Suisse. Le comité de surveillance de Limoges écrit d'ailleurs à son sujet, je cite, « S'il est pris, le rasoir national en fera justice ». 2 de ses frères également sont poursuivis. Ils étaient 9, semble-t-il, 9 frères et sœurs. Jean-Joseph, tout d'abord, prêtre sulpicien, chanoine de la cathédrale en 1789, qui en 1792, comme tous les ecclésiastiques, a été soumis au serment dit de liberté-égalité, mais qui ensuite a rétracté son serment et qui s'est vu refuser un certificat de civisme. Et ce prêtre, Jean-Joseph, est emprisonné tout d'abord à Limoges, à la Règle, puis déporté à Rochefort
pour être déporté ensuite dans les bagnes de Guyenne, mais les Anglais bloquent les côtes. Et il mourra le 7 juillet sur la chaloupe hôpital, mort, nous dit un témoin, à défaut de boisson, un jour qu'il avait pris de l'émétique, c'est-à-dire un vomitif. Bon, et Jean-Joseph sera béatifié avec 64 autres martyrs des pontons de Rochefort, dont 14 du diocèse de Limoges par le pape Jean-Paul II en 1995. Léonard, ensuite, autre frère, né en 1748, qui se rend à Saint-Domingue avec un frère cadet, un Jean-Baptiste ici. Il sert comme capitaine ou lieutenant de cavalerie. Il fait du commerce, rentre en France en 1785. En 1790, Léonard, donc revenu à Limoges, adhère à un club politique à Limoges, mais un club rival de celui des Amis de la Constitution, le club, la Société des Amis de la Paix. C'est un club composé de monarchiens, c'est-à-dire de royalistes libéraux, constitutionnels modérés, opposés à la Société des Amis de la Constitution. Ce club est vite dissous et une partie des membres des Amis de la Paix vont se regrouper ensuite dans un bataillon de la Garde nationale, une compagnie de la Garde nationale, la compagnie des Dragons. Et Léonard est donc bien marqué à droite, en quelque sorte. En septembre 1793, le comité de surveillance de Limoges le fait arrêter pour fait d'incivisme, pour, je cite, ses relations et liaisons avec des aristocrates bien connus, et le décrit ainsi, il est d'un caractère froid et dissimulé, membre des Amis de la Paix. Il est emprisonné à la Visitation, dont il sortira en novembre 1794. A signalé l'existence d'un autre prêtre qui était curé au Grand-Bourg, mais qui lui a prêté serment à la Constitution civile du clergé, n'a pas été inquiété, puis retrouvera ensuite sa cure du Grand-Bourg au début du XIXe siècle. Également 2 sœurs religieuses. Bien. Malgré cet épisode, Jacques Joseph est resté membre de la Société populaire jusqu'à sa dissolution en novembre 1794, mais il n'en a jamais été une figure dominante et il ne semble plus s'exprimer à partir du printemps 1793, au moment où la Révolution se radicalise. Alors pourquoi ce retrait volontaire, sans doute? Est-ce que la radicalisation de la Révolution l'effraie ou plutôt n'a-t-il pas d'autres occupations? N'essaye-t-il pas de s'investir pleinement dans d'autres occupations qui sont les suivantes? D'abord, il est juge au tribunal de district, ce qui lui prend quand même un certain temps. Ensuite, il est agriculteur. François Luot, dans l'essai qu'il lui consacre en 1827, note que, avant même la mort de son père, en 1784, Jacques Joseph s'occupait déjà des possessions, ce dernier. Puis il s'est attaché à mettre son héritage en valeur. Et à Luot écrit, je cite, « Il arrêta ses regards sur les immenses friches enclavées dans ses domaines, sur les bruyères, sur les ronces et les épines qui les recouvraient. Et comme la vue d'un malheureux excite à la bienfaisance, le hideux aspect de cette vaste étendue de terrain, sans culture, anime son génie agricole. Tous ces terrains arides, fertilisés par ses soins, se couvriront bientôt de naissantes forêts, et après 2 années de moisson, près de 200 hectares seront boisés. » Selon le préfet Texier-Olivier, préfet de la période de l'Empire, préfet de la Haute-Vienne, Jacques Joseph possédait en 1790 1 million de pieds d'arbres bons à être replantés dans sa pépinière de Saint-Martin, donc Verniolle, et dans sa propriété des Plans à Limoges, sur la route de Bordeaux. Avant 1789, je rappelle, il est correspondant de la Société d'agriculture de Paris, il rend visite aux grands agronomes du temps, en particulier Duhamel du Monceau, et en décembre 1790, la Société d'agriculture de Paris lui décerne d'ailleurs une médaille d'or pour avoir acclimaté les espèces non encore cultivées. Donc très occupé par l'exploitation de ces domaines. Enfin, il se lance dans l'achat de biens nationaux, autre occupation qui lui prend beaucoup de temps. Dans l'achat de biens nationaux provenant du clergé. De février 1791 à septembre 1794, il achète 6 biens fonciers et immeubles pour une somme de 123 470 livres. Des 5 anciens magistrats présidiaux de Limoges, qui, Vincent Mézil a calculé, ont acheté des biens nationaux
il est de loin celui qui en a acheté le plus. Les autres ont acheté pour 200 à 70 000 livres, alors que lui achète nettement plus, et il achète pendant plusieurs années. Les autres ont acheté en 1791, puis ensuite se sont retirés. Tous les biens achetés sont à Limoges ou dans la proche banlieue. Ils constituent, nous dit Vincent Mézy, un cas atypique de véritable profiteur de la vente des biens nationaux et réalisent de bonnes affaires. Parmi les achats, le couvent des Grands Carmes pour 90 000 livres, et puis également une partie du couvent des Clairettes, le couvent des Cordeliers, un terrain aux casernes, etc. Prenons le cas de la plus belle pièce, et la plus chère, 90 000 livres, le couvent des Grands Carmes. Ce couvent était implanté à l'extrémité du faubourg des Arènes, près des vestiges de l'ancien amphithéâtre gallo-romain, aujourd'hui sous le jardin d'Orsay. Le couvent était organisé autour d'un cloître, formé un quadrilatère de 80 mètres de long sur 55 de large, et donné sur la place des Carmes. Jacques-Joseph achète tout, église, bâtiment, jardin, pré et dépendance, en février 1791, au total 6 hectares en pente douce sous le couvent, en pente douce vers la Vienne. La municipalité avait averti les acquéreurs éventuels qu'elle avait l'intention d'ouvrir une rue en coupant le couvent en deux pour favoriser le développement du faubourg. Donc c'est une belle opération dans un quartier en plein développement. Et Jacques-Joseph a tenu un cahier, qui est, je crois, dans l'exposition, dans lequel il a noté au jour le jour les opérations et transactions concernant les Carmes, jusqu'à la liquidation complète du couvent en 1813. Il a revendu à la découpe et transformé en maison d'habitation, entrepôt, atelier, une partie des bâtiments du couvent. Sur les terrains non construits, le long de la nouvelle voie, il taille des lots de 34 mètres de large, qu'il revend. Tout ce qui provenait des démolitions a été revendu. Le plomb, les ardoises, les tuiles, les corniches, la charpente du clocher. Audouin Malinvaud, un boucher de Limoges qui avait racheté avec d'autres la chapelle Saint-Aurélien, patron des bouchers, achète la croix qui était sur la place, plutôt un troc contre des charretées de pierre qui étaient nécessaires pour la restauration des murs de l'enclos. Et Malinvaud installe cette croix de la fin du Moyen-Âge devant la chapelle de la boucherie, où elle se trouve toujours. Il achète également un vitrail qui se trouve dans la chapelle Saint-Aurélien. Et parfois, le juge de Saint-Martin passe une annonce dans le journal du département de la Haute-Vienne, pour louer ou vendre des parcelles ou des matériaux issus des Carmes. Par exemple, en mai 1805, il passe l'annonce suivante: à vendre une grande horloge dont la sonnerie peut être entendue de tous les points d'une commune. Il s'agit de l'horloge du clocher de l'église des Carmes que, en 1796, juge avait loué à un fondeur de cloches installé dans l'église des Jacobins, qu'il a récupéré ensuite et qu'il met en vente. Alors, où est cette horloge aujourd'hui? Au Radour-sur-Ver, m'avez-vous dit peut-être, enfin, à voir. Voilà, c'est un homme d'affaires avisé. Il avait fait inscrire sur la porte de sa pépinière des Carmes, je cite, « Mon art en m'amusant m'honore et m'enrichit ». Une partie de sa pépinière avait été transportée sur le terrain des Carmes. Dans la nef de la chapelle, dont il garde longtemps la propriété et qu'il appelle le grand magasin, juge entrepose des matériaux, mais aussi des éléments sculptés provenant des Carmes ou d'autres bâtiments, en particulier de la collégiale Saint-Martial, qui est fermée en 1790, puis détruite par l'entrepreneur Rousseau. Il entrepose là des antiquités, entre guillemets, des statues provenant du clocher de Saint-Martial, en particulier une vaste statue de Sainte-Valérie, bon, en morceaux, mais enfin qu'il a le tombeau de Thève-le-Duc, ou le duc Étienne, celui qui aurait fait exécuter donc Valérie, qui l'avait conduit. C'est là un autre aspect de juge, celui d'amateur d'antiquité. Il en fait le commerce, mais il sauve également un certain nombre d'œuvres et de pièces d'archéologie. Il publie par exemple en 1807, dans le calendrier de la sénatorerie de Limoges, une dissertation sur les lions de Limoges, ceux de Saint-Michel, du portail Saint-Michel, et de la rue du portail Humbert, devant la direction des affaires culturelles. Il pense que ces lions ornaient des temples dédiés à Horus ou Hercule. Il fait transporter un lion qui ornait une des portes de Saint-Martial dans sa propriété des Carmes, un lion qui est ensuite vendu à un particulier de Paris, puis qui se retrouvera
au musée des Antiquités nationales. Charles-Nicolas Alloux, ingénieur au Corps royal des mines, qui, à la demande du ministère de l'Intérieur, écrit en 1821 une description des monuments des différents âges observés dans le département de la Haute-Vienne, loue, je cite, le zèle éclairé de M. Juge, à qui l'on doit la conservation de nombreuses antiquités. Et il évoque une collection de médailles, de monnaies antiques que Juge a constituées. Et on voit Juge également, sous l'Empire, correspondre avec l'un des plus grands érudits du temps, Aubin-Louis Millien, membre de l'Institut, à qui il envoie des dessins de pierres tumulaires trouvés dans les décombres et dans les fondations de Saint-Martial. Un peu plus tard, Juge a été professeur d'histoire naturelle à l'école centrale de la Haute-Vienne à la fin de la Révolution. Sous le directoire, l'école centrale de la Haute-Vienne remplace les collèges qui avaient été supprimés à la fin de l'Ancien Régime. Et c'est une école qui délivre, il y en a une par département, un enseignement secondaire, donc, et Juge est nommé en 1801 professeur d'histoire naturelle à l'école centrale de la Haute-Vienne. Bon, il est nommé, son prédécesseur, c'était un certain Duché, qui était médecin, qui démissionne en 1801, et qui demande à ce que ce soit Juge qui devienne professeur d'histoire naturelle dans cette école centrale, parce que Juge en avait d'abord, bien sûr, les qualités, mais également, vraisemblablement, parce que Juge était capable de fournir un jardin botanique à cette école centrale qui était dans les locaux du Collège des Jésuites, aujourd'hui Collège Gay-Lussac, et là il n'y avait pas la place de développer un jardin botanique, et Juge s'était offert, lui, à créer ce jardin botanique, pas très loin, au Carme, sur les propriétés qu'il avait acquises. Bon, il exerce donc ses fonctions d'enseignant de 1801 à 1804 à la création du lycée. Sous l'Empire, Jacques-Joseph est un notable. Il figure en 1810 dans la liste des hommes marquants par leurs fonctions anciennes, leur état actuel ou par leur fortune, liste dressée par le préfet. Il est qualifié de propriétaire et agriculteur, de bonne moralité. Ses principes sont bons. Entendez, il adhère au régime de Napoléon. Il est très instruit, surtout en agriculture, et en fait des ouvrages sur cette partie très estimés. Il jouit de 4000 francs de revenus fonciers. Ça n'était pas extraordinaire, il n'y a pas de revenus mobiliers, ça n'était pas un grand propriétaire terrien, comme on en trouve dans le nord du département. On avait donc un certain nombre de propriétaires qui avaient jusqu'à 25 000 francs de revenus fonciers. Lui, 4 000, c'est relativement modeste, en quelque sorte. 4 ans plus tôt, il figurait sur la liste des candidats pour occuper les fonctions de maire ou d'adjoint, avec la mention réunissant toutes les qualités nécessaires pour faire un bon administrateur. Il sera conseiller municipal en 1815, inscrit au tableau des avocats sous l'Empire et la Restauration, mais il ne semble pas avoir exercé, ou fort peu. Son fils, Jean-Aimé, sera avocat et sera maire de Limoges de 1835 à 1839. Nous connaissons l'état de ses biens en 1813, lorsque, devant le notaire Thouma, Jacques-Joseph fait le partage de ses biens entre son fils et sa fille. Outre ce qu'il possède au faubourg des Arènes, une maison d'habitation et jardin, plus une autre maison avec remise et pépinière, il est propriétaire à Limoges et Agneul de 6 domaines avec cheptel, bestiaux et un moulin. Malheureusement, la valeur et l'étendue de ces domaines n'est pas mentionnée. Il est débiteur ou créditeur pour quelques rentes et il a une dette de 6 000 francs envers un certain Jean Sardin qu'il a acheté. Il a acheté un homme, comme on disait à l'époque, Jean Sardin, qui sera le remplaçant de son fils dans la conscription de 1812. Le fils avait tiré le mauvais numéro. Il achète un homme cher, 6 000 francs, c'est une année et demie de revenus fonciers. Voilà. Alors, un dernier aspect doit être évoqué à propos de Juge, c'est celui d'écrivain, ce sont ses publications. J'en citerai quelques-unes. Alors, je laisse de côté les publications concernant l'agriculture, la forêt. Ce sont tout d'abord ses observations météorologiques qu'il publie de 1789 à 1797
pour lesquels Michel Galliot, ingénieur météo de Météo France, a écrit un ouvrage très intéressant à la Saint-Médard, Histoire de la météorologie à Limoges et en Haute-Vienne. Et Jacques Galliot a bien étudié cet ouvrage, cet aspect de Juge de Saint-Martin. Michel Galliot nous dit que Juge de Saint-Martin fait preuve de rigueur scientifique. L'approche scientifique de Juge de Saint-Martin, écrit-il, est remarquable pour l'époque. Il a le souci de comprendre ce qui l'entoure sans accepter forcément les explications antérieures. Juge de Saint-Martin propose par exemple d'établir un réseau d'observateurs dans toutes les villes et même dans les pays limitrophes afin de dresser des cartes météorologiques. Tout à fait nouveau. Bon, ça ne s'est pas réalisé, mais enfin, il envisage cela. Il esquisse également une histoire du climat sur les 4 siècles précédents à partir du prix des denrées, du prix du blé, des céréales, peu cher en bonne année, cher en mauvaise année, de gel, de pluie, etc. Eh bien, chacune de ces années est qualifiée de bonne, commune ou mauvaise. Période de réchauffement, ou période de refroidissement, de pluie, etc. À la fin de la Révolution, en 1798, Juge de Saint-Martin publie d'autres ouvrages, à Limoges, petit ouvrage de 92 pages, intitulé « Proposition d'un congrès de paix générale ». C'est un sujet qui était très débattu au XVIIIe, celui de la paix, et il pose d'abord le principe suivant. Dieu créa l'homme sociable, la paix est donc conforme à sa nature. Pour établir une paix universelle et perpétuelle, nous dit Jacques Joseph, eh bien, il faut établir un congrès permanent et perpétuel dans un cadre européen, reposant sur une association volontaire des États, à l'exemple des États-Unis d'Amérique. Et les États aliéneraient, participant à ce congrès, aliéneraient leur droit de faire la guerre à ce congrès, et les chefs d'État prêteraient serment d'obéissance à la législation de ce congrès. En 1806, Jacques Joseph publie à Paris un ouvrage de réflexion morale et philosophique intitulé Théorie de la pensée, le titre est long, la théorie de la pensée, de son activité primitive indépendante des sens et de sa continuité par les songes. Un ouvrage élémentaire où le jeune homme peut apprendre à se connaître et à s'estimer. C'est un ouvrage qui est volumineux, près de 500 pages. C'est un ouvrage conçu sous forme de dialogue avec son fils Jean-Aimé, alors âgé de 15 ans. Il s'adresse à son fils « Tu n'as adopté aucun système et ton âme n'a reçu aucune impression de l'erreur », lui dit-il dans les premières pages. Dans cet ouvrage, on découvre l'étendue des connaissances de Jacques Joseph. Il fait référence à de nombreux philosophes, savants, Condorcet, Descartes, Buffon, etc. Il y a des remarques tout à fait intéressantes et neuves, je dirais, sur la vie, par exemple, intra-utérine du nouveau-né, enfin de l'embryon. Il dit il est sensible aux perceptions, il est sensible au bruit, aux caresses, etc. Il parle de l'âme des bêtes qui peuvent avoir une seconde vie, nous dit-il. Bon, il y a un tas de choses comme ça. Alors, pourquoi cet ouvrage? Je crois que Jacques Joseph l'a surtout écrit pour critiquer un courant philosophique très en vogue à la fin du XVIIIe siècle. C'est le courant du sensualisme issu des écrits de Condillac et d'Estude de Tracy. Ce sensualisme, c'était donc un courant philosophique dominant à la fin du XVIIIe et au début du XIXe à l'Institut. On trouvait d'un certain nombre de savants comme Volney, Donou, qui étaient proches de ce courant. Ce sensualisme, c'était une théorie de la connaissance suivant laquelle nos idées, nos connaissances proviennent des sens, et ce courant niait l'existence de Dieu. Napoléon n'aimait pas beaucoup ces idéologues qui lui étaient souvent assez défavorables, ces savants, ces adeptes du sensualisme, et il les appelait les idéologues. Jacques Joseph réfute donc dans cet ouvrage les principes du sensualisme, de ce qu'il appelle les idéologistes ou les matérialistes. Pour lui, on ne peut nier l'existence de Dieu. Pour évoquer Dieu, il emploie l'expression une toute-puissance, un trop grand maître, un être suprême, expression qui reviennent souvent, qui procède à l'union de l'âme et du corps, d'une âme immortelle
qui après la mort rejoint, je le cite, les globes lumineux qui circulent dans l'espace. Il ne parle pas de religion, il ne parle pas de révélation, de culte, de paradis ou d'enfer. Il ne faut pas, dit-il, prendre au pied de la lettre tous les passages de l'Écriture sainte. Sa religion est faite d'un déisme proche de celui de Voltaire. C'est un Dieu du raisonnement plutôt qu'un Dieu de la foi et un Dieu auquel on voue un culte. Et il dit ceci, il s'écrit un moment dans cet ouvrage, « J'ai cru dans mon enfance que mes parents m'avaient à l'égard de la religion, suffisamment instruit. Dans l'âge où j'ai commencé à raisonner moi-même, j'ai compris facilement que ce qui est cause d'un effet est effet d'une autre cause, et ainsi successivement. J'ai donc remonté sans difficulté à une cause première et créatrice, ce fut l'ordre qui règne dans le mouvement des astres qui m'affecta principalement. Au moment où j'en aperçus la régularité, je m'écriai, pourquoi m'a-t-on donné d'autres preuves de l'existence de Dieu? Toutes les preuves qu'on avait voulu lui donner dans son éducation religieuse, que peut-être faite sa mère, étaient inutiles. L'observation des astres, c'est le grand horloger de Voltaire. Ce traité de philosophie est bien différent du traité sur la paix qu'il avait écrit quelque temps avant, mais à la fin du 20e et dernier entretien, Jacques Joseph parle d'un homme animé, je cite, d'un zèle philanthropique. Je le cite. L'homme le plus extraordinaire qui est paru sur cette terre, fort de son génie, fort de l'autorité dont le peuple français l'a investi, et fort d'un assentiment de tous les autres peuples de l'Europe. Napoléon va devenir l'arbitre d'une paix générale. Donc cette paix, elle va arriver, c'est Napoléon qui va la faire, on est en 1806, juste après Austerlitz, où l'Autriche, la Russie, la Prusse ont été battus, mais ça sera une paix non pas négociée, mais une paix imposée par la France. 2 ans plus tard, et ce sera le dernier ouvrage, il fait paraître à Limoges un petit ouvrage, en 1808, « Changement survenu dans les mœurs des habitants de Limoges depuis une 50aine d'années », ouvrage qu'il republiera en 1817. Au titre des changements survenus à Limoges, retenons des détails très matériels, l'usage des croisées à grands carreaux. Les maisons ont maintenant des fenêtres plus grandes qui permettent d'avoir des appartements bien éclairés et bien clos, nous dit-il, des façades crépies ou contrelatées qui font disparaître les colombages, une consommation accrue de la bière, bien plus chère que le vin, trop de luxe, etc. Je voudrais simplement signaler 2 points. Dans la 2e édition, donc 1817, il ajoute une table des préjugés et des usages ainsi qu'une liste des proverbes populaires réputés vrais. Il fait ainsi œuvre de ce qu'on appellera au XIXe siècle un folkloriste. Son regard sur les préjugés, les proverbes, est celui d'un homme qui a pris de la distance à l'égard du clergé et de l'Église, sur lesquels il garde un silence presque complet. Pour lui, le rôle du clergé est de combattre ces préjugés. Donc il parle très peu de l'Église, du clergé, mais ça n'empêche pas de décrire longuement la piété des Limougeaux ou les guérisons sans médecin, entre guillemets, la dévotion aux bonnes fontaines, les pèlerinages à tel ou tel autre saint pour trouver la guérison, avec un regard très critique. Il ne faut pas oublier, c'est un homme des Lumières, et en 1805, Jacques Joseph est entré en maçonnerie en devenant membre de la loge L'Amitié, loge qui s'est reconstituée à Limoges. Il y en avait 2 avant la Révolution. Une loge se reconstitue au début de l'Empire à Limoges, la loge L'Amitié. Il y fait d'ailleurs une discrète allusion dans les changements survenus en 1808. Je le cite, « Dois-je ici parler d'une autre association presque ignorée, quoique fort ancienne, où, sous l'ombre du mystère, on goûte les délices de la fraternité. Non, elle aime mieux concentrer son bonheur que d'en faire un vain étalage. » Discrète allusion qu'il faut comprendre, en quelque sorte, son entrée en maçonnerie. 2e point, ce sera le dernier, sur la Révolution, les effets de la Révolution. En 1808, donc première édition, il consacre plusieurs pages aux effets de la Révolution, en particulier à l'achat des biens nationaux. 200 familles, nous dit-il, se sont enrichies. Très peu ont détruit. Lui, c'est quand même bien détruit. Bon, elles se sont enrichies
et il y a trop de luxe à Limoges. Et je cite encore, les mœurs eurent plus à souffrir de la Révolution ici qu'ailleurs. C'est ainsi, écrit-il, que couvents et pensionnats religieuses ont fermé, alors que les jeunes hommes partaient aux armées. Bientôt, le nombre de filles nubiles à Limoges se trouva excéder 10 fois celui des garçons. Il n'y eut plus de retenue. Une débauche affreuse ne fut considérée que comme un pendant naturel. Nombre de filles donc sans mari potentiel. En 1817, Restauration, les effets de la Révolution disparaissent pratiquement, sont réduits à quelques lignes, et il écrit, je le cite, « Je ne m'en souviens que comme d'un fleuve longtemps débordé, qui serait enfin rentré dans son. » Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation de l'homme très complète qui embrasse effectivement certains volets de l'exposition qui a lieu ici et aussi aux archives municipales. Merci, parce que je dirais il était nécessaire d'aller un peu en profondeur, et même si je dirais vous êtes fait à l'exercice de présenter Jacques-Joseph Juge en temps limité, vous avez ouvert cet homme en multiples facettes, puisque c'était l'objet de l'événementiel. Je vais faire 2-3 petits points pour indiquer que dans l'exposition, il y a l'Atlas Némoral, précisément élaboré par Jacques-Joseph Juge de Saint-Martin et son fils, de 1800 à 1840, qui a été poursuivi par son fils, qui permet d'apprécier l'étendue des terres et toute l'activité qui s'y déroule. Je vais essayer de faire court parce qu'il ne faut pas, je dirais, trop ralentir l'après-midi. Il y a également, bien qu'on ne l'ait pas ici, on en parle, le rapport sur l'engrais des bœufs qu'il fait précisément sur le départ. Alors c'est à une échelle qui est non seulement Limousin, mais qui va sur les Charentes également, et qui est très précieux, qui se trouve aux Archives nationales, et dont on parle dans l'exposition. Il y a également, effectivement, lorsque vous parlez de cet ouvrage 50 ans après la Révolution, alors on peut dire que c'est un homme qui vit jusqu'à 80 ans. Alors je ne sais pas si c'est, je dirais, un exploit ou pas, début 19e, d'une longue vie. Enfin, ce qui nous avait interpellé avec Mireille Del Giacomo quand on a travaillé sur l'homme, c'était de se dire comment traverse-t-il la Révolution quand d'autres s'y fracassent, et vous montrez que précisément il en retire également, je dirais, puissance et influence en fait. Voilà. Oui, 80 ans, c'est exceptionnel. Moody Alluot, à 80 ans ou 75 ans, il grimpait encore à l'échelle, greffait lui-même ses arbres, etc. Donc, il occupait très activement de ses propriétés. Oui, c'est un homme des Lumières qui a beaucoup lu. Il y a, alors je ne sais pas si ça figure dans l'exposition, il y a 2 recueils manuscrits qui viennent d'une collection privée, si je me souviens bien, dans lequel il a noté dans l'un d'un certain nombre de stances, de lettres, etc. Et en particulier une ode à son sapin, au sapin qui deviendra son cercueil, qu'on pourra, enfin je l'ai ici, on pourra la lire si vous voulez tout à l'heure, mais également un autre ouvrage qui est un répertoire dans lequel on ne faisait pas de photocopie, il a noté énormément de choses provenant de lectures diverses, des statistiques sur la démographie, sur la physique, la chimie, sur des questions de société, est-ce que les blancs et les nègres sont égaux, etc. C'est un esprit véritablement curieux. Et cet ouvrage est très riche, mériterait d'être étudié en détail pour voir quels étaient ces centres d'intérêt qui étaient extrêmement nombreux. Alors, il est tout à fait bien sûr favorable à la Révolution, et un des éléments qui le montre, c'est qu'il est vraiment tout à fait l'un la petite poignée de fondateurs, là en juin 1790, qui fonde la Société des Amis de la Constitution. C'était une création assez tardive par rapport à d'autres villes, mais il est, avec un certain nombre d'autres membres du présidial et autres, il fait partie d'un petit groupe de patriotes, d'esprits éclairés, qui accueillent la Révolution avec beaucoup de ferveur. Ensuite, je pense qu'il s'en retire un peu, il y a ses ennuis familiaux en quelque sorte, et puis également peut-être estime-t-il la Révolution va trop loin, sous la terreur, mais bon, il ne reste pas moins qu'il ça n'est pas un nostalgique de la monarchie.
hiérarchie de l'Ancien Régime, ni on ne peut pas le soupçonner de correspondance avec les émigrés ou autres. Je vais compléter un petit peu ce que vous dites. Oui. Sur toute la partie qui est, on va dire, quand est-ce qu'il cesse ses activités politiques, entre guillemets. Oui. On sait, d'après les archives, qu'il fait partie des personnalités même, hein, qui étaient au Club des Jacobins et qui, après le 9 Thermidor, la chute de Robespierre, vont être mis au vert. Oui. Et dans son cas, c'est ce qui se passe, puisqu'il va se réfugier en quelque sorte dans ses terres. Et c'est comme ça qu'il va finir son engagement sur la Révolution. Au travers de ce que vous dites, on comprend bien, me semble-t-il, la personnalité complexe de cet homme. C'est-à-dire, dans quelle mesure il est obligé, il est dans l'obligation de prendre des responsabilités dans le Club des Jacobins et pendant toute la durée de la Révolution, alors que justement, il est au sein d'une famille, hein, vous disiez les Pétignot, sa famille à lui qui traverse également tous les troubles révolutionnaires. On se demande pourquoi finalement, et c'est la question que je vais vous poser, pourquoi pensez-vous qu'il est dans l'obligation de prendre des responsabilités à ce niveau-là, au niveau des instances du Club des Jacobins particulièrement, puisqu'on sait que c'est le Club des Jacobins, hein, en gros, qui prend le pouvoir à cette époque-là. Donc, est-ce que c'est de sa part un choix, ou est-ce qu'il est dans l'obligation de prendre des responsabilités, selon vous? Je crois que c'est un choix. Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que dans la première année de la Révolution, on ne le voit pas, on le voit simplement faire un don patriotique à la fin de l'année 1789, mais il ne figure pas à l'été 1789 dans les cadres de la garde nationale, les officiers de la garde nationale. Pourquoi ? Et il ne figure pas non plus dans le comité patriotique qui se crée à Limoges à l'été 89, qui va destituer la municipalité d'Ancien Régime nommée par le roi. Là, on ne le voit pas. Alors, pour quelle raison? Est-ce qu'au début, il est attentiste? Une autre raison peut-être, il est très occupé en 1789 à reconstruire sa maison de Boubou. Donc sur la paroisse de Nieul. Il avait là sa maison de campagne qui, en 1787, a brûlé pratiquement entièrement. Il nous dit la feuille hebdomadaire de la Généralité de Limoges, tout a brûlé, en particulier ses archives et sa bibliothèque. Ça a dû être une période où il publie beaucoup, puisque le traité de la culture du chêne, c'est en 1788, la notice des arbres et des arbustes, c'est en 1789, oui. Les observations météorologiques, peut-être est-il encore, je dirais, absorbé, comme vous le dites, par d'autres activités. Oui. Oui. Et l'aspect, je dirais, homme d'affaires, il brasse beaucoup d'affaires. Bon, on le voit avec le mouvement des Carmes, là. Mais ne pas oublier cette devise qu'il fait inscrire à la porte de la pépinière des Carmes, « Mon art m'honore et m'enrichit ». Ça, c'est un aspect qui m'a frappé, puisque, d'une part, il sait très bien utiliser la presse j'ai lu une annonce à propos de l'horloge, mais régulièrement paraissent dans le journal de la Haute-Vienne pendant l'Empire, des annonces, il y en a une ou plusieurs par mois, le catalogue de toute cette notation, à vendre, les semences, etc. Je crois que c'est tout à fait intéressant. Il y en a plusieurs pages, en général. C'est un commerçant né également. Par exemple, quand son frère est à Saint-Domingue, on a des lettres, il lui envoie de la marchandise, des tissus, des choses comme ça, que le frère revendra là-bas. Il a son frère curé au Grand-Bourg, en Creuse, à partir de la Révolution. Et il y a une mention dans un bulletin de la Société archéologique de la Haute-Vienne d'un livre liturgique, ça devait être un pastoral, imprimé, si je bonne mémoire, qui appartenait à ce frère curé du Grand-Bourg, en marge duquel, sur les pages blanches ou en marge duquel, il y a mention du prix du bois, du prix du transport du bois, etc. Et je crois que, en fait, ce frère curé devait être ou un informateur, ou un acheteur, ou un revendeur pour son frère, puisqu'on sait qu'il a également fait le commerce du bois. Je crois que toutes les occasions de s'enrichir, de faire des affaires, et ça jusqu'à 80 ans, eh bien, il a su les saisir avec bonheur.
Oui, on le voit bien sous la Révolution également, où c'est lui qui plante les arbres, l'arbre de la liberté, l'arbre de la fraternité. Voilà. C'est lui qui est désigné par la municipalité pour vendre, enfin pour planter ces arbres. C'est lui qui les fournit, qui s'en occupe. Il achète des arbres lorsque la municipalité les vend. Au niveau de la promenade d'Orsay, c'est un homme d'affaires, incontestablement. 1 million de plants, nous dit le préfet, Texier-Olivier. Bon, 15 ans plus tard, mais déjà au moment de la Révolution, c'était considérable. Et l'Atlas Némoral indique précisément cette comptabilité précise de l'exploitation de ces biens, effectivement. Donc, merci pour cette présentation. Et nous allons donc poursuivre avec les autres. Merci.